Auriez-vous envie de fredonner une chanson? Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu, aux Champs-Élysées, par exemple, si c'est un rêve un jour, du côté de Paris ou du côté des vieux pays de l'Europe. Conseiller voyage, ici, évidemment, toujours Martin Labrec qui est la référence chez nous. Bonjour, salut Alex. Martin! Bonjour, ça va? Bien, certainement. L'Europe, c'est vaste, c'est beau, c'est magnifique. Il y a plein de pays, plein de cultures qui sont réunies. Ça peut coûter cher. Il peut y avoir aussi plusieurs astuces pour nous aider à économiser. Tu es là pour nous donner des trucs. Explique-nous tout d'abord, quelles sont peut-être les façons les plus fabuleuses pour découvrir l'Europe? Mais il y a 3 façons de le faire. C'est sûr que la façon idéale que les gens voient, c'est en liberté, c'est-à-dire qu'on se fait un itinéraire nous-mêmes. On débarque, exemple, à Rome, on monte dans le nord d'Italie, en Toscane, on va à la Tour de Pise, puis on redescend après ça jusqu'en Sicile. Ça peut être le fun aussi, mais c'est toujours ces voyages qui, malheureusement, sont les plus chers si on ne réserve pas longtemps d'avance, mais on est libre comme l'air. Le problème, c'est qu'on perd beaucoup de temps de déplacement et à chercher des endroits. Pour dormir, par exemple, se loger ou... Trouver le stationnement pour aller prendre le train, pour aller, exemple, à Florence. Il y a beaucoup de pertes de temps. L'autre façon qu'on va économiser des sous et surtout du temps, c'est ce qu'on appelle un voyage semi-accompagné, c'est-à-dire qu'on a dans un forfait, on a le billet d'avion aller-retour avec l'Europe, on a les hôtels, on a les moyens de transport entre les destinations, mais une fois rendu, exemple, à Florence, vous débarquez de la gare, vous allez à l'hôtel, mais vous avez 2 journées, vous êtes complètement libre, vous n'êtes pas encadré avec un groupe. Et la façon qui est sans doute l'ultime pour en avoir le plus, c'est avec un groupe. C'est sûr que ça fait drôle de toujours suivre, on dit, le troupeau, mais c'est la tranquillité d'esprit. Le chauffeur vous débarque à la porte du musée, vous avez des guides locaux qui vous attendent, vous voyez de tout et c'est là qu'on en voit le plus et c'est malheureusement, il faut l'admettre, c'est sans doute le forfait le moins cher. OK. Est-ce que dans tous les cas, c'est bon, quand on parle de l'Europe, de booker, de toujours réserver, de prévoir à l'avance 1 an d'avance pour les temps de départ et autres? Pour En Liberté, c'est sûr que c'est le billet d'avion, c'est là que ça fait mal. Cette année, je l'ai fait encore pour des couples. On parle facilement de 15 % plus cher pour le même hôtel, le même forfait, si on compare des pommes avec des pommes, quand on le fait par soi-même. Mais est-ce que c'est quand c'est vraiment de longue date, là, de longue distance là, en termes de départ? C'est ça? Si vous êtes 1 an d'avance, 11 mois d'avance, c'est le temps qu'on peut avoir les billets d'avion partout dans le monde. C'est disponible 11 mois d'avance avec la date de retour. C'est sûr que là, on peut économiser. Mais là, dès qu'on dépasse les 6 mois, 5 mois, c'est sûr que les forfaits En Liberté, c'est toujours ceux qui coûtent les plus onéreux, mais la saveur du voyage n'est pas la même. Si on veut s'enfarger devant un musée ou une cathédrale, prendre un verre, on est libre comme l'air. Est-ce qu'il y a encore, disons, tout dépendant, tu sais, tantôt j'évoquais une chanson connue, évidemment, du répertoire français, de Jodassin notamment, mais on va aller à Paris. Est-ce que c'est plus cher que d'aller au Portugal? Moi, on me disait récemment que le Portugal, c'était peut-être moins cher. Est-ce que c'est encore vrai, ça? Oui, c'est encore. Il y a des destinations qui sont beaucoup moins chères. C'est sûr que, tu sais, quand on prend, exemple, l'ancienne Yougoslavie, tout ce qui est dans les Balkans, c'est sûr que l'hébergement est beaucoup moins cher. Par contre, le transport, c'est très, très laborieux, mais les hôtels, les stations balnéaires comme Split, c'est beaucoup meilleur marché. Mais l'Italie aussi, c'est le rêve, la plus belle destination que je trouve d'Europe après la France, mais là aussi, c'est sûr que c'est un peu plus cher. Il faut budgéter. Et ce que je dis aux gens souvent, c'est de le faire en train et de prendre des stations de train qui ne sont pas dans les grands centres. Exemple, vous êtes à côté de Florence ou vraiment en périphérie. Vous sauvez une couple de centaines de dollars la nuit, vous avez le train qui vous amène là-bas en 10-15 minutes. C'est très rapide. Et ça, c'est une autre façon de sauver de l'argent. Tout est dans la stratégie d'achat, comment on planifie. Mais quand on reste dans des centres urbains comme à Barcelone, pas loin de la Rambla, bien, c'est sûr qu'on paye 100-200 dollars de plus la nuitée. Est-ce que tu suggères, quand tu parlais de train, d'y aller en TGV, par exemple, en train grande vitesse, parce qu'on peut rapidement se diriger d'un pays, même des fois d'une ville à l'autre, assez rapidement, ou c'est encore onéreux? C'est onéreux? C'est juste de voir la stratégie dans le sens de l'itinéraire. Vous avez des fois les TGV qui vont être offerts sur certains tronçons et d'autres pas. Et c'est de voir également où est-ce que la gare vous amène, à savoir ce que j'ai les hôtels à proximité. On s'entend, les TGV vont dans les centres-villes, alors que les trains à moyenne vitesse peuvent arrêter en périphérie. Toute une question de temps aussi. Ouais. Puis lorsqu'on se déplace, il y a aussi, à part le train, on peut prendre sa propre voiture. Mais là, ça peut devenir très onéreux parce qu'en Europe, ils sont très à cheval ces principes. Beaucoup de photoradars pour les vitesses, beaucoup de photoradars parce que vous dépassez la ligne. Puis là, c'est marqué en italien, on ne sait pas lire, on tourne à gauche, on tourne dans une zone résident seulement. On reçoit le ticket en venant au Canada. Ça, je vous le dis, les gens pensent de conduire par eux-mêmes, il faut être très prudent et c'est un stress de plus et c'est beaucoup de perte de temps. Mais le plaisir de conduire, par exemple, les Alpes ou en région d'Aoste, entre le Mont-Blanc et l'Italie,
Vous avez des montagnes d'1 kilomètre de haut, vous vous promenez de façon sinueuse là-dedans. C'est splendide. Magnifique, vous ne pouvez pas le faire en train, malheureusement. Mais et le taux de change, hein, ça c'est aussi important de bien comprendre. L'euro, c'est une autre paire de manches concernant quand on fait la transposition du dollar canadien en euros. Là. C'est sûr que les bureaux de change vont aider, contrairement aux banques normales, mais c'est quand vous faites 11 mois d'avance, vous pouvez budgéter, vous pouvez regarder le cours de l'euro et vous savez, lorsqu'il descend à 1,40, 1,42, vous êtes probablement au moins cher de l'année, peut-être trancher 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 euros à ce moment-là. Présentement, il est à 1,52, 1,54. Ça fait quand même une bonne différence sur 4 000 euros, 3 000 euros. Là. C'est sûr. Puis est-ce qu'on doit se doter, toi, qui est un grand voyageur quand même, qui a fait beaucoup de destinations. On entend souvent parler des pickpockets, des vols, des situations malencontreuses qui arrivent, puis des fois encore des gens, on entend parler, n'ont pas d'assurance, n'ont pas de peut-être en amont conscience de vraiment se prémunir contre ce genre de choses qui peut arriver malheureusement. Est-ce que c'est ce que tu suggères carrément d'avoir une protection? Bien sûr que la protection idéale, c'est de laisser ses effets personnels à l'hôtel dans un coffre. C'est la primordiale. Malheureusement, lorsque vous louez des choses comme des Airbnb ou des villas, vous n'avez pas de coffre-fort, fait que vous traînez votre passeport avec vous. On dit de doubler de vigilance. La fameuse poche qui rentre dans le pantalon, c'est pas un mythe, c'est une nécessité lorsqu'on va dans les centres où il y a beaucoup de monde. On se fait souvent bousculer, ils sont très professionnels, Ils sont très vite. Puis ça vient de gâcher un voyage parce que pour récupérer son passeport, c'est 1 ou 2 journées de perdu. Alors, on vient de perdre 1 ou 2 journées où on aurait pu découvrir, visiter et tout ça. Puis il nous reste peu de temps, mais toi, ta destination en Europe que tu peut-être invites les gens à découvrir, qui est peut-être insoupçonnée, mais qui est une merveille que tu as visitée, que tu pourrais suggérer aux gens? Moi, c'est toujours l'Italie. L'Italie? C'est toujours l'Italie parce que l'Italie, vous êtes aux portes de la France, vous êtes à côté de Monaco, vous êtes à côté de Nice, vous êtes à côté de l'Alsace, vous tournez, vous avez le nord, Turin, vous allez de l'autre côté dans le nord, vous avez l'ancien Balkan, vous pouvez descendre par là et vous pouvez descendre jusqu'en Sicile. Et le nord et le sud de l'Italie, c'est 2 contrastes. Alors, on se tanne jamais, c'est 4000 ans d'histoire très bien préservée, c'est un voyage dans le temps. Puis il fait chaud quand même, on va se le dire, c'est un climat qui est assez intéressant pour voyager. Puis le vino est bon? Il est pas pire. Il est pas pire. C'est surtout le prix, c'est ça qui est fait. Ouais. C'est un peu comme on va en Californie, c'est la même chose, on rencontre des petits producteurs. Donc, la nourriture, le vin, c'est très abordable. On parle de 5 € pour une excellente bouteille de vin. Le verre d'eau coûte 3 €, fait qu'on ne se pose pas la question qu'est-ce qu'on prend en ce moment-là, on y va pour le vin. Ouais. Surtout quand on ne conduit pas, raison de plus. Et quand on est nouvellement marié, hein? C'est romantique l'Italie? Pas mal. Pas mal, hein? Assez que c'est là qu'on va faire mon voyage de noces. Ah, bon, mais c'est d'ailleurs, bon voyage de noces, mon cher. Merci. Merci beaucoup, Martin, d'être passé à cette émission encore une fois. Bonjour et à la prochaine. Et bonnes vacances, bonne destination, voyage à tous ceux qui nous écoutent. Merci.